Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 7 janvier 2015. Tout d'abord, comme il s'agit de la première émission de ma série, donc que vous entendrez en 2015, je voudrais adresser mes meilleurs vœux aux auditeurs fidèles en souhaitant bien sûr une année heureuse dans votre vie personnelle, mais aussi, d'une manière générale, pour l'actualité. Comme vous le savez, ma série se limite à une actualité particulière, celle du monde musulman. Or, 2014 a vu beaucoup d'horreurs dans ces pays-là, alors espérons d'abord que les prochains mois seront moins pires. Mes deux premières émissions traiteront d'un sujet non abordé dernièrement, les Kurdes. L'apparition fulgurante de l'État islamique ou Daesh en Syrie et en Irak, les horreurs commises par ces fanatiques ont largement impressionné le grand public en France. Mais à cause de cette guerre, les Kurdes, que l'on avait oubliés, reviennent à la une de l'actualité. En effet, ce sont leurs troupes qui se battent avec beaucoup de courage contre les forces du Daesh, aussi bien en Irak qu'en Syrie, où leur résistance héroïque dans la ville frontalière de Kobané a été filmée par les télévisions du monde entier. Et c'est pourquoi, et vu la nécessité d'informer nos auditeurs de la manière la plus approfondie possible, j'ai décidé de consacrer 2 émissions centrées sur la question kurde, d'abord en Syrie, et puis, dans 2 semaines, en Irak. Et ce sera avec la même invitée. Bonjour Dorothée Schmitt. Bonjour. Alors, pour rappel, Dorothée Schmitt, j'avais eu le plaisir de vous recevoir, c'était en avril 2013. On avait parlé uniquement de la Turquie. C'est un pays dont vous êtes un des meilleurs spécialistes français. Je rappellerai que vous êtes responsable du programme Turquie contemporaine à l'Institut français des relations internationales, donc l'IFRI, où vous avez dirigé plusieurs livres et numéros spéciaux sur la Turquie, mais aussi sur la question kurde. Et on va tout de suite évoquer la Turquie voisine, parce que j'ai eu la chance, grâce à vous, d'assister à une conférence de presse sous les auspices de l'IFRI. C'était la conférence donnée par le président turc Erdogan à l'occasion de sa visite éclair à Paris le 31 octobre. Et on l'a senti très énervé par les reproches faits à la Turquie de ne pas venir en aide aux miliciens kurdes défendant désespérément Kobané. Oh, il a dit, il y a plus de civils dans cette ville, il y a déjà 200 000 personnes qui sont venues en Turquie, ce n'est qu'un pourcentage infime du drame de la région de la Syrie. Y a-t-il de l'or? Y a-t-il des diamants? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à Kobané? Est-ce que c'était de la pure mauvaise foi? Alors là, vous soulevez un point qui est très intéressant, Jean, puisque vous savez peut-être que le rapport bilatéral franco-turc aujourd'hui est au beau fixe et que les deux pays disent qu'ils ont la même position sur la crise syrienne. Les diplomaties turques et françaises sont parfaitement en phase et on sent bien que là, il y a eu un coin qui a été enfoncé avec cette question kurde sur cet accord diplomatique parfait. En réalité, si on se place du point de vue de la Turquie et si on se place même du point de vue de la Syrie, je dirais, le discours d'Erdogan a une certaine validité. On s'est intéressé de près en France au combat syrien à partir du moment où des minorités chrétiennes ont été touchées en Irak par l'avancée de Daesh et à partir du moment où les Kurdes ont commencé à résister dans le nord-est de la Syrie également, et on a beaucoup suivi le siège de Kobané. Mais ce que souligne souvent Tayyip Erdogan, c'est que le siège d'Alep est quelque chose qui est beaucoup plus important du point de vue stratégique. La bataille d'Alep est une bataille qui n'est pas finie, qui dure depuis 2 ans maintenant, qui fait énormément de morts, où on a aussi beaucoup de sauvagerie qui se manifeste, et que donc l'idée d'avoir les yeux fixés sur les Kurdes, c'est un peu une déformation par rapport à la situation syrienne. Mais par ailleurs, on sait très bien qu'évidemment, la Turquie a une difficulté avec sa propre minorité kurde et que du point de vue du président aujourd'hui turc, on ne peut pas s'intéresser qu'aux Kurdes parce que ça signifie qu'on va vers une idée d'autonomie kurde. Et ça pose un problème. Tout à fait. Et on va y revenir effectivement en cours d'émission. Alors, on va commencer par faire un zoom sur les Kurdes de Syrie, des questions simples. Combien sont-ils en nombre absolu, en pourcentage de la population? Où vivent-ils? Ou plus précisément, où est-ce qu'ils vivaient avant l'exode massif dont on a parlé suite à l'avance du Daesh dans le désert syrien? Alors les Kurdes de Syrie, finalement, c'est un petit peu comme les autres minorités kurdes dans la région. Ils représentent à peu près... d'abord, on n'a pas de statistiques fiables, parce que ça, c'est le problème de cette minorité qui n'est finalement pas reconnue comme minorité par les États, et qui finalement a abouti à un état d'autonomie le plus fort au Kurdistan irakien.
Donc on pense que les Kurdes de Syrie sont à peu près 10% de la population, entre 10 et 15%, 2 à 3 millions de Kurdes en Syrie, qui étaient essentiellement dans la région, dans le nord-est, qui sont des régions de peuplement kurde traditionnelles, mais avec également des formes de migration qui peuvent être des migrations économiques ou politiques dans d'autres lieux. Dans la capitale Damas, par exemple. Absolument, à Damas ou à Alep, on avait également pas mal de Kurdes. Aujourd'hui, on a une tendance à la recommunautarisation en Syrie, et donc probablement on peut parler d'un rassemblement davantage des Kurdes, sauf qu'on a aussi cette vision déformante qui est qu'on a les Kurdes qui ont déclaré ces cantons kurdes au nord-est de la Syrie, enfin au nord de la Syrie, et puis on a les Kurdes qui sont aujourd'hui avec l'armée syrienne libre, et c'est là que ça devient plus compliqué. Plus compliqué. Alors, il y a une autre question qui est importante, parce que, bien sûr, les autonomistes kurdes parlent d'un peuple kurde, qui serait la même minorité écartelée donc entre plusieurs États du Moyen-Orient. Est-ce que les Kurdes syriens, finalement, ont la même identité religieuse, linguistique, voire même tribale que les Kurdes de Turquie ou d'Irak? Je vous pose cette question parce que, premièrement, on sait que les frontières héritées des accords Sykes-Picot, donc il y a juste 100 ans, sont artificielles. Aucun État-nation n'existait, ni la Syrie, ni l'Irak, ni d'autres pays, au temps de l'Empire ottoman. Et puis, il y a chez les Arabes des tribus qui vivent de part et d'autre des frontières entre États. Est-ce que c'est le cas des Kurdes ? C'est le cas de tous les Kurdes en réalité. C'est-à-dire que quand vous dites est-ce qu'ils ont la même identité que les Kurdes de Turquie ou que les Kurdes d'Irak, les Kurdes de Turquie et d'Irak ont des identités extrêmement différentes. Ils parlent des langues qui sont assez fondamentalement différentes. Ils n'utilisent pas le même alphabet, comme vous le savez, puisque l'alphabet a été latinisé en Turquie alors qu'on utilise encore l'alphabet arabe ou perse en Irak. Et en Syrie, on peut considérer que les Kurdes syriens ont été en partie arabisés depuis la formation de l'État syrien. Ils parlent arabe, donc... Ils parlent arabe, oui. Ils parlent un kurde qui est plus proche du kurde de Turquie. Et on sait qu'il y a eu des passages, effectivement, de migration de Kurdes de Turquie, notamment à partir du moment où la situation s'est beaucoup dégradée en Turquie pour les Kurdes, vers la Syrie. Mais en réalité, c'est une population qui est très mal connue en Syrie, qui a toujours été assez peu surveillée et qui a été, je dirais, tenue un petit peu à la marge des arrangements de pouvoir en Syrie. D'accord. Alors on va revenir un peu aux prémices de la révolte armée kurde, mais cette fois-ci côté turc. Bon, des petits rappels, donc en 1984, Abdullah Öcalan, j'espère que je prononce bien. Öcalan. Ouais. Abdullah Öcalan a créé donc le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui va lancer une véritable guérilla contre l'armée turque. On n'a pas les chiffres exacts, mais enfin, il semble qu'en une vingtaine d'années, jusqu'au début des années 2000, il y aurait eu des dizaines de milliers de tués. Et puis, dès le départ, Öcalan donc, et ses lieutenants se sont réfugiés à Damas. Et ils ont été bien accueillis. Ils ont même dirigé les opérations contre la Turquie. Ils étaient sous la protection du régime de Hafez al-Assad, donc le père du dictateur actuel, Bachar. Jusqu'à 1998, et là, Süleyman Demirel, qui était président de la République de Turquie, a menacé la Turquie en disant « je vais envoyer mon armée, à moins que vous expulsiez le PKK ». Les Syriens ont cédé, Öcalan a fui. Suite de l'histoire, il fait quelques voyages, il est arrêté finalement au Kenya, on dit que c'est une opération conjointe de plusieurs services secrets occidentaux, et là, il a été livré à la Turquie, où il est encore emprisonné. Donc il y a cet épisode qui est très étonnant, c'est-à-dire cette minorité finalement soutenue par le régime syrien contre la Turquie. Est-ce que finalement ce régime ou la famille Assad n'ont pas joué avec le feu à l'époque en laissant une minorité s'armer finalement ? En réalité, ça montre encore assez bien, on va tout le temps naviguer entre la situation des Kurdes dans chacun des pays, qui est très spécifique, et puis cette espèce de vision un petit peu pan-kurde entre les États. Cette minorité qui n'est donc pas parvenue à former un État, qui est dans une quête d'autonomie plus ou moins aboutie dans les différents États dans lesquels elle existe. Je rappelle que les principaux États, c'est donc l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Elle a été l'objet soit d'un consensus sécuritaire de la part de ces États qui sont inquiets des poussées d'autonomie finalement de la minorité kurde, soit elle a été jouée par ces États contre l'État voisin. Et là, c'est le cas qu'on est en train d'évoquer dans les rapports entre la Syrie et la Turquie. C'est aussi le cas assez souvent dans les rapports entre l'Iran et la Turquie. On sait que l'Iran, à certains moments, est quand même tenté de soutenir les mouvements autonomistes kurdes également en Turquie. Donc, est-ce que la Syrie a joué avec le feu ? De son point de vue, à l'époque,
la Turquie était un pays qui n'était pas particulièrement amical. C'est un pays avec lequel il y a différents contentieux. Il y a le contentieux territorial sur Alexandrie et Hatay. Il y a des contentieux sur la gestion de l'eau avec des Turcs qui sont la source, le château d'eau du Moyen-Orient et qui jouent sur cette différente sur la répartition de l'eau dans la région aussi bien vis-à-vis de l'Irak, de la Syrie. C'est pas forcément un pays amical. Et Hafez, on le sait, était quelqu'un qui était le roi de l'ingénierie, je dirais de l'ingénierie terroriste dans la région. Donc à partir du moment où il y avait des groupes subversifs, il considérait que c'était toujours un atout de les soutenir. Il pouvait les manipuler. Est-ce qu'il n'y a pas une autre dimension aussi, à savoir que l'ex-URSS et puis ensuite la Russie ont toujours été l'allié principal de la Syrie. Du temps de la guerre froide, bien sûr, c'était une ligne de front avec la Turquie qui faisait partie de l'OTAN, donc c'était une façon aussi d'embêter quelque part les Américains. Absolument. Tout ça se passe complètement sur fond de guerre froide, avec une Turquie qui est le pilier avancé de l'OTAN au Moyen-Orient, et des pays arabes dont on considère qu'ils sont plus ou moins alignés sur l'URSS. Ils flirtent en réalité avec le non-alignement. C'est pas des alignements idéologiques qui sont très stricts, mais enfin, néanmoins, à l'époque, on a quand même une proximité idéologique au moins théorique entre le Baas socialiste et le PKK qui se déclare marxiste-léniniste. Dorothée Schmidt, donc j'ai également eu la chance, grâce à vous, d'assister à une table ronde passionnante à l'Institut français des relations internationales le 16 novembre dernier. Il y avait d'ailleurs plein de monde. Ça montre que les Kurdes, ça commence à intéresser vraiment énormément de personnes. Le thème, c'était l'enjeu kurde au Moyen-Orient. Ce qui était bien, c'était le nombre de jeunes doctorants, chercheurs et surtout des personnes qui sont allées sur le terrain, donc qui connaissent ces pays. Et j'ai particulièrement apprécié ce que nous a révélé l'un d'entre eux, Arthur Kenney, doctorant de l'université Paris 1. Il a fait plusieurs missions en Syrie, à Alep, dont vous parliez tout à l'heure, dans les zones kurdes. Et il nous a révélé finalement une très grande complexité des relations entre cette minorité, le pouvoir syrien, les différentes branches de l'opposition armée. Alors, vous nous avez dit, c'est une minorité qui a été traditionnellement marginalisée. Mais quid de leur positionnement depuis 2011, depuis le début de la révolution en Syrie ? Alors c'est là qu'on a une très grande ambiguïté. Historiquement, là, enfin dans l'histoire récente, on sort d'une décennie qui a été plutôt très difficile pour les Kurdes en Syrie, avec une minorité dont toutes les revendications un petit peu identitaires, autonomistes, etc., ont été réprimées par le régime très durement, très férocement. Donc les Kurdes étaient considérés comme pratiquement domestiqués par le régime syrien. Et il se trouve qu'à la faveur de la crise, ils sont ressortis comme un acteur qui va pousser ses pions dans le contexte syrien et qui va les pousser finalement de façon également très autonome, très kurde, dans la mesure où il n'a pas été pris dans les jeux de pouvoir dans le passé. Et c'est là qu'on a une situation qui, vue de l'extérieur, apparaît évidemment un peu compliquée à comprendre, c'est que les Kurdes sont divisés politiquement aujourd'hui en Syrie. Une partie des Kurdes soutient l'armée syrienne libre. Elle se situe dans l'opposition à Bachar el-Assad, au pouvoir de Bachar el-Assad. Elle combat donc le pouvoir syrien en place. C'est une opposition qui est considérée comme étant plutôt donc laïque, qui n'a pas une revendication, je dirais, d'indépendance kurde à ce stade. Elle n'est pas communautariste, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, disons, enfin, c'est toujours un peu difficile de dire que les Kurdes sont pas communautaristes parce qu'en réalité, c'est quand même une communauté très soudée et qui a des réflexes communautaristes quand même très forts, on s'en rend compte, donc qui font valoir, je dirais, leur kurdité dans le rapport de force au sein de l'opposition syrienne. Et puis on a les autres Kurdes qui sont aujourd'hui ceux auxquels on s'intéresse, ceux qu'on voit, qui sont des Kurdes qui se sont, je dirais, emparés du moment historique qu'est la crise syrienne, qui pour eux est un moment positif. Et comment est-ce qu'ils ont utilisé ce moment ? Eh bien, ils se sont dit que c'était la stratégie, je dirais, enfin la stratégie un peu classique historique, c'est de jouer la bascule en réalité, et donc de savoir qui va être le plus offrant. Et il se trouve que là, dans ce contexte, Bachar el-Assad a assez rapidement compris que les Kurdes allaient pouvoir jouer un rôle pour à la fois s'opposer à cette armée syrienne libre et pour combattre les djihadistes du Daesh qui sont apparus de Daesh et des autres groupes djihadistes syriens. Donc assez rapidement, Bachar el-Assad a compris que ça serait probablement plus rentable pour lui de faire un deal avec les Kurdes. Et donc il a dégagé des régions du nord-est de la Turquie qui sont des régions kurdes pour les laisser administrer ces régions et organiser une forme d'autonomie démocratique. C'est le terme aujourd'hui en vogue. On va y revenir, mais revenons aussi donc à
à Kobané, donc cette fameuse bataille, donc une ville qui est juste à la frontière turque, où les Kurdes résistent héroïquement. Bon, ils sont quand même aidés par l'aviation alliée, les forces de la coalition qui bombardent bien sûr les forces du Daesh. Alors, il y a des questions précises que je voulais vous poser sur cette bataille. D'abord, pourquoi cette ville a une si grande importance stratégique ? Bon, cette ville, elle n'a pas en réalité, à mon sens, une importance stratégique si énorme, sauf que c'est un point de bascule entre Daesh et les Kurdes. Donc c'est plutôt une importance symbolique en réalité, Kobané. C'est une ville qui est devenue le symbole de la résistance à l'État islamique. Elle se situe néanmoins très près de la frontière turque et c'est là qu'on a un enjeu stratégique pour les Turcs. Mais en réalité, la plupart des combats intenses aujourd'hui en Syrie, ils se produisent tous à la frontière turque. Sauf que là, on est à l'interface entre les Kurdes de Syrie et les Kurdes de Turquie. Et ça, c'est très important pour les Turcs. Alors, autre question, l'organisation donc, qui les dirige sur place, c'est le PYD, donc en français, Parti de l'Union démocratique. Est-ce que, dans le fond, ce n'est pas le PKK qui manipule le PYD de ses frères kurdes en Syrie ? Alors le PYD, c'est effectivement considéré comme étant une branche du PKK. On a des espèces de partis frères du PKK qui ont été créés dans les dernières décennies dans les pays où on a une velléité identitaire, de reconnaissance identitaire et politique des Kurdes. Le PYD entretient des rapports, comme toutes les autres branches, entre guillemets, du PKK, des rapports assez ambigus en réalité avec le PKK. C'est-à-dire qu'à la fois c'est un parti frère, et en même temps on a toujours ces fameuses divisions kurdes qui font que le PYD c'est le PYD, que les Kurdes de Syrie c'est les Kurdes de Syrie. Donc quand on a besoin de solidarité militaire, le PKK vole au secours du PYD. Quand il faut s'entendre sur des points politiques, c'est jamais aussi simple que ça. C'est pas aussi simple. Et alors, une question peut-être plus anecdotique, mais enfin, on a remarqué aussi le nombre de femmes combattantes dans leur rang. On parle de 40% des effectifs. Et là, il y a deux lectures de cela. Il y a une lecture positive, donc l'égalité des sexes, contre le Daesh. Alors là, en face, on a pire que le Moyen-Âge, des femmes esclaves, violées, torturées. Donc ça fait plaisir, effectivement, de voir des femmes combattantes. Mais un autre des chercheurs participants à la table ronde dont je parlais, donc Olivier Grosjean, lui, a donné une autre interprétation de la femme nouvelle, entre guillemets, en disant, cette femme nouvelle combattante, c'est une sorte de réplique de l'homme nouveau marxiste, qui a été théorisé par Abdullah Öcalan, qui était lui-même un marxiste-léniniste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors justement, cette façon dont systématiquement on accole aux Kurdes, et notamment au PYD, l'étiquette de démocrate laïque et féministe, est quand même un petit peu abusive. D'abord, c'est pas parce qu'on met démocratique partout que c'est démocrate. Laïque, en réalité, on est quand même dans des sociétés assez traditionnelles, même s'il est probable que les Kurdes de Syrie sont plus sécularisés que les Kurdes de Turquie, par exemple, ou que les Kurdes d'Irak. Et sur le féminisme, on a une réelle ambiguïté, parce qu'on sort de sociétés extrêmement traditionnelles qui sont en réalité dominées par une logique patriarcale et machiste absolument implacable. Et ce qui se passe dans les unités combattantes du PKK ou du PYD, c'est que d'abord on a une stricte ségrégation des sexes, donc là on n'est pas très loin des habitudes régionales. Les femmes sont quand même rarement dans des rôles de direction, elles sont pas en général responsables elles-mêmes de leurs propres troupes. Alors même si en revanche les Kurdes ont très bien compris que c'était je dirais un très bon point marketing, que c'était sexy de mettre des femmes en valeur. Personnellement, je ne sais pas si envoyer les femmes au combat comme chair à canon, c'est forcément un progrès pour la condition féminine. Ça, c'est un autre sujet. Alors, Dorothée Schmitt, on arrive tout doucement à la fin de notre émission. Donc, revenons à la guerre entre la Turquie et les rebelles kurdes qui dure donc depuis une trentaine d'années. Elle a été cruelle, mais le PKK est considéré toujours comme une organisation terroriste par toutes les puissances occidentales, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu aussi, il n'a pas seulement tué des soldats, il a tué aussi des milliers de civils. Seulement, il y a des choses qui ont changé. 2013, la déclaration unilatérale d'un cessez-le-feu. Où en sommes-nous ? Et puis alors surtout, d'un point de vue idéologique, parce que j'évoquais le passé marxiste-léniniste d'Abdullah Öcalan. Seulement, il semble que depuis sa prison, où il est détenu donc depuis 15 ans maintenant, depuis 1999, il a théorisé autre chose que l'indépendance pour le devenir des Kurdes, une sorte d'autonomie municipale, une démocratie d'assemblée, une autogestion. Est-ce que c'est sérieux et applicable à la fois pour les Kurdes de Turquie et pour leurs frères des pays voisins ? Voilà,
Bon, 3-4 minutes pour conclure. Bon, je crois que la situation est très différente en Turquie du reste de la région en réalité, parce que le régime turc est quand même un régime qui a des traits d'institutionnalisation démocratique qui sont plus forts que dans le reste. C'est un régime qui est plus stable, même s'il passe à travers des tas d'épisodes difficiles. Abdullah Öcalan, effectivement, a évolué idéologiquement, aussi parce que les Kurdes de Turquie sont inscrits dans le paysage politique turc. On a de nombreux élus kurdes au Parlement de Turquie, et on a aujourd'hui une espèce d'alliance politique qui est même en train de se dessiner entre l'AKP et le parti kurde au sein du Parlement turc. Donc en réalité, les Kurdes de Turquie aujourd'hui, ils ne sont plus indépendantistes, ils ne sont pas vraiment sécessionnistes, ils réclament effectivement une reconnaissance politique qui passerait peut-être par une forme de régionalisation en Turquie. Donc c'est ça le mot d'ordre officiel. Maintenant, on sait qu'on a des dissensions entre Öcalan, qui est, je dirais, le leader chapeau, un petit peu, ce qui est quand même un paradoxe, du fond de sa prison, puisqu'effectivement, comme vous le dites, ça fait 15 ans qu'il est en prison, mais quand il lève le petit doigt, tout le monde s'aligne. Voilà. On a la représentation kurde politique, avec le parti aujourd'hui HDP, qui est un parti de gauche, mais kurde ethnique. On a le PKK, qui est, malgré tout, qui continue d'être une organisation armée de guérilla, effectivement. Et entre ces différentes branches, on sent que parfois il y a un petit peu des tensions, un petit peu d'eau dans le gaz, et qu'il est un petit peu difficile de s'y retrouver. Dire qu'aujourd'hui le PKK n'est plus sécessionniste et qu'il se bat uniquement pour la reconnaissance de l'autonomie politique, c'est parfois un peu difficile à soutenir aujourd'hui dans le contexte régional, qui est un contexte d'indépendantisme général des Kurdes. Eh bien, merci Dorothée Schmidt pour tous ces éclaircissements que vous nous avez donnés. Alors, on n'a parlé que des Kurdes de Turquie et de Syrie, mais le sujet est vaste puisqu'ils sont des dizaines de millions et nous avons donc une prochaine émission, un prochain rendez-vous, amis auditeurs, dans 2 semaines. Et cette fois-ci, nous parlerons des Kurdes d'Irak. Merci de nous avoir suivis. Merci encore Dorothée Schmidt. Et amis auditeurs, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.